Il y a 25-30 ans, la minière de Bakwanga, Miba, était encore poumon économique de tout l'espace Grand Kasaï. Cette vache allait, oui, pour les fils et filles de ces coins. Et les gens faisaient des prières pour être mités à Bakwanga parce que les laits et les miels coulaient. Depuis la descente aux enfers de cette géante minière, il y a eu l'exode sans précédent. Les fils et filles de cette partie du pays ont abandonné leur province pour aller trouver mieux ailleurs. Encore faut-il affirmer s'ils ont réellement trouvé mieux. Que faire pour relancer la minière de Bakwanga? Entre promesses et réalisations, entre doutes et incertitudes, que reste-t-il encore pour cette Miba tant convoitée à l'époque? Avec nous sur ce plateau pour en parler dans ce numéro, invité Arsène Badibanga. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Crespin. Merci beaucoup. Expert en risque de marché et des entreprises. C'est quoi la différence entre vous et ce qui s'appelle expert en passation des marchés publics? La différence, c'est au niveau de l'aspect technique. Ceux qui s'occupent de passation de marché s'occupent plus de la régulation des procédures qui conduisent au contrat de marché public selon sa catégorisation et sa spécificité. Alors, moi, en tant qu'expert en risque de marché et des entreprises, je m'occupe plus des aléas et des éléments pouvant éviter à ce que les recettes, le bénéfice et les intérêts des investissements ne puissent pas être maintenus. Donc voilà mon champ d'application ou mon champ d'action en tant qu'expert en risque des marchés, je parle bien des marchés boursiers ou des marchés financiers, et des entreprises, plus entreprises commerciales. Tout à fait. Vous avez été enfant Miba, ça veut dire que l'un des parents, ça peut être la maman ou le papa, a travaillé, n'est-ce pas, à la Miba. Est-ce que vous aviez connu la période dite des vaches grasses? La période où la Miba donnait tout à ses travailleurs. Quand je dis tout, c'est même y compris les biscuits. Exactement. La Miba était une vache à lait. C'était en quelque sorte l'un des grands poumons de l'économie congolaise, très florissant et qui a amené beaucoup d'intérêts et de dividendes à la Belgique, et puis qui a amené à ce que le PIB du pays puisse avancer, parce qu'à un moment donné, le cours des matières premières en termes de diamants était devenu un élément sauveur de l'économie congolaise. À la chute de la Gécamine, à la chute de cours de cuivre, des matières premières stratégiques, le rempart, c'était le diamant que produisait la minière de Bakwanga. Voilà un peu tout ce qui concerne la Miba en termes d'opportunités, en termes d'avantages qu'elle a eu à fournir au Kasaï oriental en particulier, mais à la République démocratique du Congo en général. Les avantages, oui, ça ne reste que l'histoire récente. Parce que la Miba, chaque mois, je le disais dans mon introduction, pouvait injecter sur le marché 2-3 millions de dollars, par exemple, et on sentait que l'économie dans les Kasaï ressemblait presque à ce que le Lualaba est devenu aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette période des vaches à lait et la descente aux enfers? Quel est cet élément, vous qui êtes aujourd'hui dans les risques de marché et des entreprises, quel est cet élément qui a conduit la minière de Bakwanga à se retrouver là où elle est aujourd'hui? Merci beaucoup de la question, mais bien avant de pouvoir expliquer le problème qui a conduit à cette descente aux enfers, il m'est impérieux au début de commencer par l'historique au fait de la Miba. On ne peut jamais diagnostiquer la maladie sans au départ passer par ce que le médecin appelle le diagnostic. Le diagnostic fait partie intégrante de l'historique de la maladie. C'est à partir de l'historique du problème qu'a connu une entreprise X ou Y que la personne qui est censée la relever ou donner des clés à ces mots, c'est là que la personne doit commencer. Premièrement, qu'est-ce que l'AMIBA? D'où a-t-elle commencé
Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle en arrive là? Nous répondons en termes très simples. L'origine de l'amiba tire sa source dans ce qu'on appelle la fourminière. La fourminière qui n'est d'autre qu'une société forestière et d'exploitation de minerais. Cette fourminière fut créée par un décret en 1906 par le roi Léopold II qui soupçonnait en fait l'espace kassaïen d'avoir assez de minerais. Cette fois-là, à partir d'une expertise d'un groupe de Belges qui y ont découvert à partir de tamis tellement artisanales au niveau de la rivière Tchouminina, aux alentours du village Maïmounene. Nous sommes cette fois-là à Chikapa. Ils découvrirent une pierre qu'ils envoya. Cette pierre a été découverte en 1905. Elle fut envoyée en Belgique. 2 ans après, la Belgique a reconnu la présence de la pierre précieuse. Directement, le roi Léopold II, après avoir été informé de cette réalité, il obligea à ce que l'on puisse installer une task force, en quelque sorte une entreprise, la plupart l'appellent entreprise, mais moi je l'appelle une cellule d'exécution et d'exploitation du diamant. Cette cellule s'appelle la fourminière qui reçut le concours d'une part de la Belgique et d'autre part de l'Amérique. Alors, mise en place, la société a commencé l'exploitation cette fois-là au niveau de Chikapa. Après plusieurs moments d'exploitation, l'idée était d'aller encore de l'avant. Cette fois-là, en 1918, on ira trouver une autre pierre au niveau de la rivière Lukelenge. C'est dans cette rivière, en 1918, qu'on découvrit une autre pierre. Mais la spécificité des pierres ou de diamants industriels qu'on découvrit au niveau de Bakwanga, précisément dans la rivière Tchilenge, était d'une exception tellement frappante, jusqu'au point où on était obligé de déplacer le siège, en fait, de la fourminière qui exploitait à Chikapa sous l'égide de la BCK, qui était une entreprise ferroviaire de transport de Bas-Congo et du Katanga. Je dis bien que la fourminière était une cellule d'exécution et d'exploitation. On déplaça cette cellule de Chikapa, cette fois-là en maintenant 2 pôles, le pôle de Chikapa et le pôle de Bakwanga. L'exploitation de Bakwanga s'est avérée très intense parce que le diamant était en forte quantité et on était obligé de déplacer cette fois-là le siège. Faire quitter la fourminière de Chikapa vers la fourminière de Bakwanga, là où la fourminière en question a établi son siège pour l'exploitation des diamants. Cette fois-là, voilà qu'on arrive en 1954. Cette fois-là, l'idée n'était plus de statuer seulement sur le 2 pôles, mais de statuer sur un pôle qui est celui de la minière, qui est celui de Bakwanga, parce que celui de Chikapa accusait déjà de problèmes. Le diamant commençait à s'épuiser. L'abondance était du côté de Bakwanga, là où on découvrit le diamant en 1918. Cette évolution a amené de la fourminière à la société Mibeka et de la Mibeka à la société Miba. Cette fois-là, nous sommes en 1960. À partir de 1960, avec le problème de guerre, d'indépendance, avec la volonté de beaucoup de travailleurs à s'affirmer, à pouvoir conduire à la destinée de la minière de Bakwanga, les Belges étaient obligés de faire un semblant. Cette fois-là, nous sommes en 1961, d'où la création de ce qu'on appelle la minière de Bakwanga aujourd'hui. Son origine est tirée de la fourminière et son officialisation en tant qu'entreprise nationale, c'était en 1961. Tout à fait, on a compris cette historique qui est si riche, mais depuis sa création jusqu'à la MIBA, telle que connue aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de diamants pillés par les Belges. Ces diamants n'ont pas profité, en quelque sorte, n'est-ce pas, aux autochtones, parce que en Bujumaï, par exemple, la ville n'est pas construite, la ville n'est pas urbanisée. Il n'y a aucun monument qui prouve que dans ces sols est sorti plusieurs millions ou des milliers de carats de diamants. Comment vous pouvez expliquer ce paradoxe?
le paradoxe est très simple. Et ce paradoxe tire son origine dans l'essence même et le but de la création de la fourmilière. Le but n'était pas celui qu'on nous présente par les historiens aujourd'hui. Les historiens nous font croire, contrairement à l'idée de la conférence de Berlin, que l'idée de Léopold II était de juguler les guerres et les problèmes qu'il y a eu au Congo en son temps en créant la fourmilière. Moi, je suis opposé à cette idée. L'idée du roi Léopold II était en fait de ratisser d'une manière très brutale l'exploitation des matières premières en termes forestiers et en termes de minéraux. Ce qui explique même le but de la création de la fourmilière. La fourmilière n'était pas seulement dans le minerai, elle était dans le forêt, elle était dans l'exploitation agricole. C'était l'idée d'une exploitation sans possibilité ni planification en termes du développement socio-économique de la communauté locale, une exploitation sans planification en termes d'urbanisation, c'est-à-dire elle était systémique et systématique. Un pillage orchestré par le roi Léopold II. Alors, cette voie de fait a conduit à des conséquences très graves. Vous remarquerez entre 1954 et 1956, il y a eu création de la zone annexe autour de ce qu'on appelle aujourd'hui MIBA. Cette manière de faire les choses a forcé à la communauté locale à migrer vers d'autres provinces à la recherche du travail, parce que le but était de cacher la raison sociale ou bien la présence de la MIBA dans l'exploitation des minéraux. Mais le danger et les risques, comme ça devrait se payer cash, en 1958, quand il y a eu deux problèmes au niveau de la guerre, qui a ramené les uns et les autres vers la province d'origine, qui est la province du Kasaï oriental, nous avons vu la même population venir par centaines de milliers pour faire la pression sur l'espace d'exploitation de l'AMIBA. C'est là qu'on constatera, cette fois-là nous sommes au fil du temps, en 1992, que l'exploitation artisanale était en train de concurrencer même l'exploitation industrielle. Voilà la première conséquence de cette vision qui était rien que d'exploitation et de piller les sous-sols congolais sans pour autant organiser en termes très simples les développements économico-sociaux de la population locale et sans pour autant penser aussi à la planification en termes d'urbanisation. Bien, ça reste déjà l'histoire, même si c'est bien pour savoir d'où est-ce que nous venons. Alors, la situation actuelle, depuis Kinshasa où vous êtes actuellement, elle est de quel ordre? Quels sont les échos qui vous parviennent de la minière des Bakwanga aujourd'hui? La situation... Avant de proposer des pistes, parce qu'il faut qu'on y arrive, la MIBA doit se relever. Il y a eu beaucoup de promesses, des politiques. Il y a eu parfois des promesses faites, tambour battant. Mais jusqu'à aujourd'hui, les personnels de la MIBA, les agents, cadres et autres continuent à pleurnicher. Il n'y a rien à la MIBA. C'est avec regret que nous constatons que celui qui était comme vache laitière de la RDC se retrouve dans des conditions telles que elle a un problème de dette sociale. Il y a beaucoup d'impaiements, il y a beaucoup d'agents retraités, les autres sont décédés. Et en termes de calcul, nous situons cette dette à plus de 150 millions de dollars. Que la MIBA doit, à son personnel et à ses fournisseurs. Au-delà de ça, il y a un problème des facteurs de production. Les facteurs de production sont des éléments qui, associés, amènent à une production. Nous avons les tracteurs, nous avons les draglines, nous avons le camion, nous avons les matériaux qui concourent à la production, malheureusement qui sont tombés vétusques. À ce niveau, il y a un problème. Et la vastuité de ces matériels est estimée à plus de 90 millions de dollars, qui nécessite dans le premier temps, afin que
la vache laitière soit relevée. Nous avons un autre plus grand problème encore cette fois-là, c'est un problème d'investissement des capitaux. L'État congolais a 80% des parts au niveau de l'AMIBA, c'est lui l'actionnaire majoritaire. Donc tout est fonction de la volonté politique du relèvement de ces géants. Ce qui cause déjà un problème parce que dernièrement, on a doté à l'AMIBA 5 millions de dollars avec l'idée de pouvoir réparer deux laveries, les deux laveries pouvant conduire à une exploitation nymphusque au minimum pour juguler un petit peu le problème lié au paiement des travailleurs. Les deux laveries ont été réparées? Les deux laveries, il y a une laverie qui a été achetée et une autre qui est à moitié vétusque. Et par là, j'aimerais ouvrir la parenthèse, vu que c'est la situation actuelle de l'AMIBA. Nous avons vu quand même le comité de gestion actuel faire des efforts. Dans au moins 4 mois, nous avons remarqué la production de 100 000 carats du diamant avec les états de ces laveries. Ce qui est... 100 000 carats les mois? Non, 100 000 carats pendant 4 mois. Donc nous pouvons répartir... Alors que la SACIM atteint presque les 1 million les mois. Vous ne voyez pas que cette production est encore trop faible pour parler MIBA? Exactement. La production est très faible parce qu'il n'y a pas de moyens. En termes très simples, dans une finance moderne, le ABC de la production... Mais alors, vous qui êtes expert en marché voilà, financier des entreprises, dites-nous la vérité, Arsène Badibanga, pourquoi est-ce que le pouvoir public doute? Parce que ce ne sont pas les 150 millions qui manquent à l'État, ce ne sont pas les 90 millions qui manquent à l'État. Cet argent, il y a des individus dans ces pays qui ont mis ça dans leurs poches pour les besoins de leur propre famille. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi est-ce que le pouvoir public n'arrive pas à résoudre une fois pour toutes la question MIBA? Alors que le gisement est encore là, selon les témoignages des experts que vous êtes, le gisement est là, le diamant est là, mais il manque l'outil de production. Exactement. Il y a un problème de volonté politique que je soulignais ici, mais il faut savoir que le problème de l'AMIBA n'a pas que des raisons internes. Le problème de l'AMIBA a aussi des raisons externes. Comme lesquelles? Exactement. La Belgique de toutes ces années, malgré la loi Bakajika de 1966, nous avons remarqué qu'elle a tenu mordicus à avoir des parts dans l'AMIBA. Cela a même conduit qu'étant actionnaire majoritaire en son temps de 20%, c'est elle qui définissait en fait la stratégie de l'entreprise. Mais au-delà de tout ça, par rapport à la situation actuelle, il n'y a pas que la Belgique qui a besoin de prendre la tête de cette entreprise. Nous avons aussi les États-Unis d'Amérique avec la guerre de la course aux armements, parce que l'AMIBA... Qui convoite aussi l'AMIBA. Exactement. L'AMIBA est un minerai très stratégique en termes d'armement nucléaire. Et au-delà de tout ça, elle est aussi un minerai stratégique en construction et un instrument de précision. Il y a un combat au niveau international entre la Belgique qui veut prendre la tête de l'entreprise, d'un côté, d'un autre côté, la République démocratique du Congo qui veut s'assurer d'avoir l'entièreté ou jusqu'à 80% des parts. D'un autre côté, nous avons les États-Unis d'Amérique qui a besoin de ces matières premières, mais qui ne peut pas passer directement à partir du gouvernement congolais, mais qui veut à tout prix passer par la Belgique. C'est-à-dire que c'est un problème externe. Ce qui fait que même la possibilité des investisseurs étrangers de venir mettre leur argent pose problème. À l'interne, le gouvernement est en train de faire des efforts, mais des efforts très minimes. Mais alors, parce qu'on y est maintenant, quelle est la voie la plus potable pour arriver à relancer l'AMIBA? Vous parlez des Belges qui ont l'air 20%, mais qui font la loi avec les 20%, alors que l'État congolais, qui a 80%, est pratiquement impuissant pour relever son entreprise, qui doit profiter à ses fils, qui doit relever son économie sur le plan national. Exactement. L'AMIBA a contribué énormément, n'est-ce pas, à l'assiette fiscale. Exactement. Alors, aujourd'hui, parce qu'on y est maintenant, que faudra-t-il faire? Quel est le chemin les plus potables à proposer aux décideurs et pourquoi pas aussi à ses partenaires qui nous suivent, notamment les Belges?
Merci beaucoup de la question. Le problème est très simple. Je commence par la parole d'un grand monsieur que j'aime beaucoup. C'est un grand investisseur kenyan, M. James Mwangi. Ce monsieur dit qu'aucune civilisation au monde ne s'est jamais développée avec une autre. Il n'y a qu'une civilisation locale qui peut se développer par ses propres initiatives. Je ne suis pas d'accord avec l'aide extérieure qui peut nous aider à avancer. Pour la MIBA. Exactement. Le mot maître, c'est le changement des paradigmes de gestion et de gouvernance. En termes très simples. Il y a Sassim qui exploite. Sassim exploite dans le domaine de la MIBA. Et qui ne verse rien d'ailleurs à la MIBA. Qui ne verse rien à la MIBA, mais qui verse au gouvernement. Le titre de participation est versé auprès de qui? C'est un problème au fait de gouvernance. Il ne nous manque pas de l'argent. La Sengamine a exploité le diamant dans l'espace minier de Bakwanga. L'AMIBA en a eu combien? Les ventes de tous ces diamants à l'extérieur ont profité en termes de développement ou d'investissement à l'AMIBA à combien? Il y a juste un problème à ce niveau. Alors, en 30 secondes, parce qu'on a fini. Exactement. On a fini, en 30 secondes, on a fini. Exactement. Pour relancer l'AMIBA, nous n'avons qu'une possibilité. Ouvrir 20% des capitaux au niveau international, c'est-à-dire coter l'AMIBA en bourse. Là, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, l'État congolais doit posséder 60% de ses parts, les diminuer, quitter de 80 à 60% de parts, mettre 10%, ouvrir le capitaux de 10% au niveau des travailleurs ou des employeurs MIBA, parce que, ayant été actionnaire d'une entreprise X ou Y, c'est un levier en termes de performance personnelle des travailleurs. Les 10 autres pourcents, les ouvrir au niveau des capitaux locaux, des entreprises locaux qui sont soit dans le domaine ou bien qui sont soit des particuliers pour solidifier l'actionnariat de l'AMIBA. En termes très simples, voilà les solutions que je propose. Merci beaucoup Arsène Badibanga Boni, vous êtes expert en risque de marché financier des entreprises. On l'a compris, nous avons compris, j'espère que et les décideurs et ceux qui gèrent l'AMIBA actuellement vous ont compris. L'éveil de tous, c'est que cette géante minière puisse être remise sur les rails. Ça va profiter non seulement à l'espace Grand Kassai, mais aussi à l'ensemble de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis de partout à travers le monde.